Bonjour mesdames et messieurs, je suis heureuse de vous accueillir pour ce nouveau webinaire. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la définition de la valeur de la conduite du changement. Cette définition est importante car elle constitue un des éléments qui permet d'obtenir les ressources nécessaires pour déployer la stratégie d'accompagnement sur laquelle vous travaillez ou envisagez de travailler. Mais elle va aussi vous permettre d'obtenir le soutien nécessaire à votre démarche car pour l'obtenir, il faut d'abord convaincre. Si vous êtes un praticien chevronné, vous voyez immédiatement de quoi je parle. Si vous êtes au début de votre parcours en change management, la petite voix de votre intuition ou de votre expérience passée vous susure que pour votre première ou prochaine mission, vous n'échapperez pas à la nécessaire question du ROI de votre intervention. Car vous avez appris que la conduite du changement n'est pas l'affaire d'une seule personne, mais d'un groupe, et que la liste des actions à mettre en œuvre va nécessiter quelques moyens. Et comme les premiers à convaincre sont des membres du comité exécutif, il va falloir parler leur langage, c'est-à-dire finance, finance et finance. Mais comment s'y prendre? Aujourd'hui, nous allons aborder 5 approches qui vont vous permettre de créer l'engagement et la conviction dans la conduite du changement en définissant sa valeur de manière convaincante et pertinente. Le webinaire commencera à 13 h et durera 1 heure. Il sera donné en français par Vincent Piedboeuf. Vincent travaille pour Nexum en tant que senior consultant en change management et a déjà accompagné de nombreux clients dans leurs projets de transformation. Il est également un de nos formateurs les plus expérimentés. Si vous suivez nos webinaires régulièrement, Vincent est pour vous un visage familier. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre et qui essayent de monter dans le train. Ne vous inquiétez pas, le webinaire n'a pas encore commencé. Mais avant de commencer, laissez-moi vous donner quelques détails pratiques sur le déroulement de ce webinaire. Vous pouvez poser vos questions tout au long de la session en utilisant l'icône Q&A en bas de la fenêtre Zoom. Nous répondrons à toutes les questions à la fin de la présentation. Si vous avez des questions techniques, utilisez le bouton de chat et alors nous essayerons de vous aider autant que possible. Nous vous demanderons d'utiliser Poll Everywhere pour vous poser quelques questions et obtenir votre avis sur certains sujets pendant le webinaire. Mais comment cela fonctionne-t-il ? Il vous suffit de vous connecter au site web via www.polyvie.com/nexum et d'entrer votre prénom ou le pseudonyme de votre choix. Vous pouvez également télécharger l'application Poll Everywhere sur votre mobile à partir de votre App Store préféré ou de Google Play et ainsi rejoindre la room Nexum. Pendant que vous vous connectez à Poll Everywhere, laissez-moi vous répéter brièvement ce que vous allez apprendre aujourd'hui. Donc, dans mon introduction, j'évoquais la question incontournable de la définition de la valeur de la conduite du changement. Personne n'y échappe. Heureusement, plusieurs méthodes existent et vous allez les découvrir dans quelques instants. Nous espérons que vous repartirez avec une bonne compréhension de ces quelques outils et que vous y verrez plus clair dans la façon de quantifier la contribution de votre propre conduite du changement. Nous espérons également que vous vous sentirez mieux armés pour mener ces fameuses conversations préalables et essentielles avec les parties prenantes internes dont vous devez absolument obtenir le soutien pour votre projet. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent webinaire et Vincent, je te cède la parole. Merci Andrea. On va encore attendre une petite minute pour commencer à 13 h pile, pour laisser le temps à tout le monde de se connecter à la session. Donc patientons une petite minute. Eh bien voilà, il est 13 h et nous pouvons commencer. Je vais commencer par vous accueillir tous bien sûr à ce webinaire qui a pour objectif de vous aider à mieux définir la valeur de la gestion du changement. Et la gestion du changement, vous le savez, nous le savons tous, c'est la bonne façon de traiter notre personnel, c'est la bonne façon de faire réussir les changements. Mais nous ne pouvons y arriver que si nous définissons clairement la valeur de la gestion du changement. Nous devons
engager les sponsors, les chefs d'équipe, les équipes de projet d'autres parties prenantes, et définir la valeur de la gestion du changement est la première étape pour y arriver. En guise d'introduction, je vais présenter quelques concepts de base sur les changements et la gestion du changement. Alors, le changement, le point de départ, c'est de bien se rendre compte qu'il y a deux faces du changement. Vous allez voir si ceci évoque quelque chose pour vous. Vous pouvez documenter, optimiser un processus critique dans l'entreprise. Très bien, bon travail, mais encore faut-il que les collaborateurs suivent et adhèrent au processus. De même, vous pouvez annoncer une nouvelle culture axée sur la croissance. Eh bien, il faudra que les collaborateurs adoptent les nouveaux comportements attendus. Et vous pouvez également développer une nouvelle technologie utile pour l'amélioration du fonctionnement de l'entreprise. Encore faut-il que les collaborateurs adoptent et utilisent cette technologie. Et donc, vous le voyez, dans le changement, vous avez deux faces, deux volets. Et on va les mettre ensemble comme ceci, en mettant en évidence que ces deux volets ont la même proposition de valeur, à savoir le succès des changements. Ceci représente un changement, vous partez d'un état actuel, vous allez au travers d'une transition et vous allez vers l'état futur. Eh bien, vous devez bien sûr avoir une raison pour ce changement. C'est le point de départ. Pourquoi changeons-nous? Ça peut être donc une opportunité technologique, ça peut être un problème opérationnel qu'il faut absolument résoudre, ça peut être un caprice d'un directeur, bien sûr, mais il faut véritablement une raison pour ce changement. Et lorsque vous allez développer cette nouvelle solution, vous allez mener ce qu'on appelle le volet technique, qui consistera à concevoir, développer et livrer la solution qui répond à la raison de ce changement. Alors, c'est le volet technique. Technique ne veut pas nécessairement dire technologique. Bien sûr, un nouveau système informatique, ça fait partie du volet technique, mais par exemple, l'énoncé des nouveaux comportements attendus, c'est le volet technique. Le nouveau mobilier dans un déménagement, c'est le volet technique. Les nouveaux processus d'entreprise, c'est le volet technique. Donc, le volet technique va consister à livrer une solution. En parallèle à cela, vous devez veiller à ce que les collaborateurs s'engagent par rapport au changement, qu'ils l'adoptent et qu'ils l'utilisent. Et ça, c'est le volet humain. Et c'est seulement quand vous menez les deux, ce sont les deux phases du changement, c'est seulement quand vous menez les deux que vous obtenez le succès. Donc, vous voyez que avec le volet technique, vous livrez une solution. Avec le volet humain, vous réalisez les bénéfices de cette solution. Parce que la valeur business ne vient pas de la solution, elle vient de son utilisation. Et alors, en termes de nomenclature, le volet technique est géré par une discipline qu'on appellera la gestion de projet et le volet humain par une discipline qu'on appellera la gestion du changement. C'est donc ça, la gestion du changement, c'est le fait d'appliquer un processus structuré, un ensemble d'outils pour mener le volet humain du changement, pour mener l'adoption et l'utilisation des solutions afin d'obtenir le succès, afin d'obtenir les résultats souhaités. Vous gardez à l'esprit qu'au niveau d'une entreprise, on parlerait également de gestion du changement en tant que compétence du leadership de cette entreprise qui permet le changement de prendre place, de prendre vie plus facilement, plus efficacement. C'est une capacité stratégique qu'on va développer dans le tissu d'une entreprise pour accroître sa capacité et sa réactivité au changement. C'était donc ma petite définition de départ. Et voyons l'agenda de l'heure que nous allons passer ensemble. Le point de départ, c'est donc de définir la gestion du changement, mais on va faire plus que ça. Ce n'est pas uniquement définir la valeur que nous devons faire, c'est surtout obtenir l'engagement de différentes parties prenantes pour la gestion du changement. Et alors, je vais vous proposer 5 approches qui sont évoquées ici. On va les découvrir l'une après l'autre. 5 approches qui doivent vous aider à créer l'engagement et la conviction dans la gestion du changement en définissant bien sa valeur de manière convaincante et de manière pertinente. Donc voilà, c'est ce que nous allons faire au départ, c'est définir la gestion du changement. Et je vais préciser, on va aller plus loin que ça. On va pas vraiment définir, si on va définir la gestion du changement, mais on va faire plus. On va contextualiser. Je veux dire, on va montrer la valeur de la gestion du changement dans le contexte plus large de votre entreprise et des initiatives en cours. On va positionner la valeur de la gestion du changement, c'est-à-dire qu'on va connecter la gestion du changement aux défis et opportunités de l'entreprise.
Et nous sommes là pour soutenir l'entreprise et l'aider à saisir ces opportunités ou résoudre ces problèmes. On va également vendre la gestion du changement. Nous vendons la gestion du changement pour que les parties prenantes s'y engagent. Nous allons révéler la valeur de la gestion du changement. Vos parties prenantes, vos interlocuteurs ont vécu les conséquences d'appliquer ou de ne pas appliquer la gestion du changement. Nous allons les aider à faire la connexion entre la gestion du changement qu'ils ont connue ou pas et les conséquences qu'ils ont certainement connues. Enfin, nous allons personnaliser, c'est-à-dire que nous allons voir comment parler spécifiquement à chaque partie prenante. Donc, quelques notions par rapport à cela. Contextualiser, pour moi, c'est quelque chose de si important. Je reprends une citation de David Elfenbaum sur les réseaux sociaux qui évoque une once de contexte vaut une livre de faits isolés. Et c'est exactement ça. On a toujours tendance à venir justifier en apportant toute une série de faits isolés. Mais faites mieux que cela. Pensez au contexte de l'entreprise, l'entreprise dans ses défis, dans sa vision, dans sa stratégie, dans sa culture, dans son historique. Tout cela, c'est le contexte que vous pouvez évoquer lorsque vous allez présenter et vendre la gestion du changement. Et la gestion du changement, ce n'est vous devez le présenter juste comme un moyen. Je vais reprendre ici cette citation que j'aime tant de Ted Levitt, donc un grand économiste qui a repris la notion de McGineva, qui était ceci: les gens ne vont pas acheter un forêt d'un quart de pouce, ils vont acheter un trou d'un quart de pouce. Il faut voir ce qu'on veut dire par le trou, pas par la perceuse ou le forêt. Le forêt, c'est juste la solution pour ce trou. Vous comprenez bien la métaphore ici. C'est comme ça qu'on va positionner la gestion du changement. La gestion du changement, c'est la perceuse, c'est le forêt. Et vous devez définir qu'est-ce que le trou. Qu'est-ce que c'est que cette chose que vous devez obtenir? C'est la raison du changement que vous voulez faire réussir. Et puisqu'on en est encore dans les sources, je ne me priverai pas d'évoquer celle de Simon Sinek, qui nous dit, dans cette lignée-là, que les gens n'achètent pas ce que vous faites, ils achètent le pourquoi vous le faites, la raison de ce que vous faites. Et j'aime beaucoup, je vous recommanderais véritablement son livre, Always Start with Why, commencez toujours par le pourquoi. Donc, ce dont nous devons parler ici, si vous voulez définir la valeur de la gestion du changement, vous ne devez pas parler de la gestion du changement, vous devez parler du pourquoi, vous devez parler du trou, vous devez parler de ce que ça va véritablement apporter. Et je vous disais, nous allons personnaliser, c'est-à-dire que nous devons adapter notre discours aux différentes parties prenantes. Prenons les principales parties prenantes de tout changement. Vous avez ici, par exemple, Sophie est la sponsor principale de votre initiative de changement. Lee est une chef d'équipe, Yesha est chef de projet et Jamal est un partenaire du changement, par exemple un développeur IT ou quelqu'un de la RH ou du développement organisationnel. Donc, c'est un expert qui va contribuer au succès du changement. Eh bien, les questions qu'on va se poser, c'est comment la gestion du changement peut les aider à réussir dans leurs fonctions et ambitions. Prenons le cas de Sophie, par exemple. Eh bien, Sophie, vous ne l'entendrez pas dire « je veux de la gestion du changement ». Eh bien, Sophie, vous l'entendrez dire « je veux que cette initiative et l'investissement que j'y consacre, l'investissement budgétaire, l'investissement politique, l'investissement de ressources, je veux que cet investissement produise les résultats attendus afin de contribuer à faire évoluer notre entreprise vers ce que nous voulons devenir ». Vous entendrez Sophie dire ça en tant que sponsor. Lee est chef d'équipe. Et vous ne l'entendrez pas dire non plus « je veux la gestion du changement ». Vous l'entendrez dire « je veux que mes collaborateurs réussissent dans leur travail, réussissent dans leur vie privée. Je veux qu'ils réussissent en concrétisant cette initiative de changement dans leur boulot quotidien ». Et Yesha, chef de projet, vous l'entendrez dire « eh bien moi j'ai la triple contrainte, je dois respecter le budget de mon projet, je dois respecter le périmètre, je dois respecter le calendrier et je dois respecter tout ça tout en créant autant de valeur que possible par ce projet. » Et c'est particulièrement important pour l'entreprise. Et enfin, Jamal, lui, il est un spécialiste de différentes disciplines. Il fait partie de l'équipe qui doit travailler à la réussite de cette initiative. Et lui aussi, vous aurez probablement besoin de l'engager. Donc, la question ici, c'est qui ai-je besoin d'enrôler? Quelles sont leurs aspirations?
Alors, nous nous associons tous pour faire réussir cette initiative de changement, mais avec des perspectives différentes. Eh bien, je vais commencer à vous interroger. Alors, on va commencer un premier sondage. Donc, Andrea l'a bien mentionné tout en introduction, juste avant de commencer. Vous pouvez aller sur votre navigateur polyv.com/nexum, ou vous pouvez ouvrir l'application Poll Everywhere sur votre tablette, sur votre téléphone, sur une autre fenêtre, n'importe où. Et vous, donc, si vous rentrez Nexum comme salle où vous voulez accéder, eh bien, vous verrez apparaître cette question. À quelle fréquence devez-vous vendre la gestion du changement à vos sponsors? Et donc, prenez quelques secondes pour répondre à cette question. Donc, à quelle fréquence devez-vous justifier à votre sponsor qu'il doit dédier des ressources, qu'il doit investir dans des ressources pour la gestion du changement? À quelle fréquence devez-vous expliquer, convaincre votre sponsor qu'il ou elle doit consacrer du temps, apparaître devant les collaborateurs, créer l'engagement par leur charisme, par leur communication efficace à propos des raisons du changement, responsabiliser les collaborateurs, mener véritablement le changement par l'exemplarité? À quelle fréquence devez-vous vendre à vos sponsors la gestion du changement? Je vois que c'est en train de se stabiliser petit à petit et on voit que à plus de 80%, près de 90%, eh bien, vous devez vendre la gestion du changement à vos sponsors. Ouais. Donc, on voit déjà le défi qui s'annonce ici et évidemment, on va aborder ce défi durant cette heure. Oui. Eh bien, ma deuxième question, vous restez bien sur votre session Poly-V, c'est à quelle fréquence devez-vous vendre la gestion du changement au chef d'équipe? À quelle fréquence devez-vous vous adresser aux nombreux chefs d'équipe impactés par le changement dans votre entreprise et les engager dans leur rôle de communicateurs réguliers, permanents vers les membres de l'équipe, dans leur rôle de partisans du changement? À quelle fréquence devez-vous les convaincre qu'ils doivent véritablement se comporter en ambassadeurs de ce changement, investir du temps dans la gestion des résistances des collaborateurs, investir du temps dans l'accompagnement et le coaching des collaborateurs au travers des difficultés de transition, consacrer du temps pour parler avec l'équipe de projet, pour que l'équipe du projet sache ce qui se passe sur le terrain? À quelle fréquence devez-vous les engager dans ces rôles si essentiels pour la gestion du changement? Eh bien, je vois qu'ici, à 100%, on répond toujours ou très souvent. Donc, je vois que vous êtes très, très souvent en contact avec ces chefs d'équipe et que vous réalisez l'importance de les engager dans la gestion du changement. Et ma troisième question, elle est liée au chef de projet, bien sûr. À quelle fréquence devez-vous vendre la gestion du changement au chef de projet? À quelle fréquence devez-vous leur expliquer que le succès de leur projet, ce n'est pas juste livré à temps et dans les budgets suivant les spécifications? Leur expliquer que le succès de leur projet ne viendra pas juste de la livraison de la solution, mais viendra essentiellement de l'utilisation de cette solution. Leur expliquer qu'en parallèle avec le développement et la livraison de la solution, nous devons collaborer à préparer les collaborateurs, que certes, dans leur gestion de projet, ils préparent la solution pour l'organisation, mais ils devront collaborer pour qu'on puisse préparer l'organisation par la solution. Je vois qu'ici, c'est assez net également, c'est toujours, très souvent, et un quart d'entre vous disent parfois, mais on voit que ça intervient régulièrement, la nécessité de vendre la gestion du changement au chef de projet, ce qui n'est pas toujours une chose facile non plus. Et ma quatrième question, c'est ces différents partenaires de gestion du changement. J'évoquais des développeurs IT, j'évoquais des membres de la RH ou des membres du département du développement organisationnel ou un business analyst ou un designer de processus, Green Belt, Lean Six Sigma. À quelle fréquence devez-vous leur vendre la gestion du changement?
Et je vois qu'on a de nouveau les mêmes tendances. Facilement, 80% disent toujours ou très souvent. Certains disent parfois également. Donc, je vois que nous constituons un bon groupe aujourd'hui parce que nous sommes bien sûr très intéressés de savoir comment nous allons pouvoir mieux vendre, mieux définir la gestion du changement auprès de toutes ces parties prenantes. Eh bien, reprenons-les, ces parties prenantes. Et voilà les questions que nous devons nous poser. C'est comment la gestion du changement peut les aider à réussir dans leurs fonctions et leurs ambitions, comme on l'avait dit. Et plus précisément, qu'est-ce qui les empêche de dormir la nuit? Je peux vous dire, ce n'est pas le fait de ne pas avoir de gestion du changement, c'est autre chose. Qu'est-ce qui les empêche de dormir la nuit? Qu'est-ce qui les fait se lever le matin? Alors, comment définissent-ils le succès, tant professionnel que personnel, hein? Et vous comprenez bien que ces différentes personnes vont définir le succès de façon très, très différente. Et quelle est leur expérience passée avec la gestion du changement? Quelles sont leurs réticences envers la gestion du changement? Et nous allons devoir étudier tout ça, explorer tout ça, lorsque nous nous adressons à chacun de ces interlocuteurs. Parce que notre but est d'arriver à créer leur engagement. Et pour ça, nous allons les mener au travers d'un certain processus. Et ceux qui connaissent la méthode, la méthodo, verront tout de suite de quoi je parle. Nous allons devoir définir efficacement la valeur de la gestion du changement pour chacun de ces rôles, afin de les sensibiliser. Je veux dire de créer la sensibilisation, awareness, sur la nécessité de soutenir la réussite du changement et de susciter leur décision de participer, leur volonté, l'élément desire, de remplir leur rôle pour soutenir cette réussite. Eh bien oui, le travail que vous devez faire avec ces différentes parties prenantes, c'est les mener au travers d'un trajet individuel qui consiste à les transformer en excellents meneurs du changement. Et c'est quelque chose que nous voyons dans la méthodologie ProSci, dans la certification. Nous utilisons une grille des rôles pour identifier ces parties prenantes et puis nous utilisons cette grille des rôles pour arriver à faire ce qu'on appelle les activer dans leur rôle de gestion du changement. Voilà, ceci était mon introduction et je donnerai un dernier élément où j'insisterai une dernière fois sur l'importance de vous adresser à eux en présentant bien le contexte. Pas la gestion du changement sous forme de faits isolés, sous forme d'une définition, mais le contexte. Je reprends ici une citation que j'aime beaucoup de Stephen Covey. La priorité est fonction du contexte. Je veux dire par là, si vous voulez que ces parties prenantes mettent la priorité nécessaire à la gestion du changement, vous devez apporter ce sujet en fonction du contexte qu'ils connaissent très bien. Eh bien, après avoir vu ce qu'on entend par définir la gestion du changement et obtenir l'engagement, eh bien, découvrons ensemble les quelques approches. J'ai préparé ici 5 approches pour définir la valeur de la gestion du changement, pour créer cet engagement, pour la définir de façon convaincante et pertinente. Et avec chacune de ces 5 approches, je vous présenterai une ou deux questions qui vous aideront à pratiquer chacune de ces 5 approches. Allons-y donc, quelles sont-elles? La première, eh bien, c'est que la valeur de la gestion du changement, c'est d'accélérer, de réaliser la partie du retour sur investissement, de la valeur du projet qui dépend du volet humain, qui dépend des gens, qui dépend du fait que les gens vont changer leur façon de fonctionner. Alors, ROI, c'est le Return on Investment, c'est le retour sur investissement. Donc, la valorisation du changement, c'est d'accélérer et de réaliser la partie de ce retour sur investissement. Deuxièmement, la valeur de la gestion du changement, c'est d'améliorer la rapidité, d'améliorer le nombre de personnes, d'améliorer la compétence des personnes qui adoptent effectivement la solution qui est livrée par votre projet. Ensuite, donc les 2 premiers, c'est accélérer, améliorer, c'est vraiment tirer vers le haut. La troisième, elle est plutôt d'éviter de descendre. La valeur de la gestion du changement, c'est de réduire les coûts, d'atténuer les risques liés à une faible adoption des changements, tels que avoir des résistances, des conflits, la frustration des collaborateurs. Alors, la quatrième valeur de la gestion du changement, c'est d'augmenter la probabilité que le projet atteigne ses objectifs, qu'il les atteigne dans les temps et dans les budgets.
Et enfin, la valeur de la gestion du changement sera mieux comprise dans le langage de votre interlocuteur. Alors, notez après ces 5-là, je vous présenterai un 6e, un petit bonus. Un petit bonus dont je n'ai encore jamais parlé dans aucun des webinaires, et on le découvrira ensemble. Bon, commençons donc par la première approche. La valeur de la gestion du changement, c'est d'accélérer et de réaliser la partie du retour sur investissement qui dépend des individus. Eh bien, donc, parlons de ce retour sur investissement. Le retour sur investissement, ce n'est pas nécessairement des euros, hein. C'est les bénéfices qu'on veut obtenir. Ça peut être une amélioration de l'efficience opérationnelle, ça peut être la conformité aux réglementations, ça peut être l'amélioration de l'image de l'entreprise ou l'amélioration du climat interne de l'entreprise. Tout ça, c'est du retour sur investissement. Et j'entends trop de personnes qui posent la question, oui, mais je vois bien le retour sur investissement de mon projet, mais je ne vois pas le retour sur investissement de la gestion du changement. Eh bien, cette vision est tout à fait fausse, parce que il n'y a pas un retour sur investissement du projet et un retour sur investissement de la gestion du changement. Le retour sur investissement de la gestion du changement fait partie du retour sur investissement du projet. Et c'est la partie qui dépend des individus. Je m'explique. Vous pouvez avoir certains projets. Par exemple, on va consolider différents serveurs dans la salle des machines afin de réduire les coûts de licence, par exemple. Eh bien, le retour sur investissement du projet, vous l'obtenez lorsque vous avez consolidé ces serveurs, indépendamment des individus. Donc, on sera dans ce cas de figure, c'est que le retour sur investissement du projet dépend entièrement du volet technique. Vous pouvez quand même avoir certains projets qui vont nécessiter une amélioration, par exemple du temps de livraison de certains types de produits. Eh bien, vous allez réaliser que cette diminution du temps de livraison nécessitera que certaines personnes changent leur façon de travailler. Et donc, vous aurez une partie du retour sur investissement qui dépendra du fait que ces gens changent leur façon de travailler. Donc, la portion du retour sur investissement qui dépend de l'installation est inférieure à 100%. Et vous aurez une portion qui dépendra de l'utilisation. Allons à l'opposé ici. Là, c'est ce que vous allez voir très souvent par exemple, dans une transformation culturelle où par exemple, on veut changer les comportements des collaborateurs vis-à-vis de leurs clients afin d'améliorer la satisfaction des clients. Et vous pouvez mettre en place des outils, des processus, des règlements pour cela. Mais je vous dis, si vous installez ces processus, ces outils et que vous mettez tous ces énoncés de comportement sur des posters sur les murs, mais que les gens ne changent pas, les agents ne changent pas la façon dont ils s'adressent aux clients, eh bien, vous n'aurez aucun retour sur investissement. Donc, dans ce cas-là, le retour sur investissement du changement, c'est 100% du retour sur investissement du projet. Vous voyez? Donc, je vous invite à faire cette réflexion sur un projet que vous menez, un projet qui vous impacte, un projet qui vous tient à cœur. Le raisonnement à faire, donc, est, d'abord, vous vous posez la question, si j'installe la solution, si mon projet installe la solution, mais qu'elle n'est pas utilisée, quel pourcentage des bénéfices est-ce que j'obtiens? Et puis, vous faites le complément de ceci. Donc, je reprends l'exemple de ce changement de comportement. Lorsque j'ai mis sur les murs, dans tous les bureaux, les nouveaux comportements attendus, ça c'est le volet technique, j'ai installé une solution, mais que les gens n'ont pas encore changé leur comportement, eh bien, je réalise que je n'ai encore aucun retour sur investissement. Donc, dans ce cas-là, 100% de la valeur que je vais obtenir, de satisfaction, amélioration de satisfaction des clients, viendra du comportement des collaborateurs. Voilà, donc je vous invite à prendre une petite minute pour partager avec le reste des autres participants votre évaluation de la portion du retour sur investissement de votre initiative de changement qui dépend du volet humain, qui dépend du fait que les gens vont changer leur façon de travailler. Et on voit que dans la totalité des cas, c'est au moins 50%. Au moins 50% des bénéfices attendus dépendent du fait que les gens vont changer la façon de travailler. Et on voit la majorité dans les 80 à 100%, un nombre considérable à 100% ou très proche. Et ça fait partie du discours que vous pouvez tenir. Ça, c'est ce que j'appelle le discours CMROI. Je veux dire par là,
Change Management Return on Investment, le retour sur investissement de la gestion du changement, vous le voyez ici. Alors, pour les plus avancés, et ça peut faire partie de votre discours, il existe une méthode qui s'appelle CMROI que nous utilisons lorsqu'il s'agit de convaincre de la valeur de la gestion du changement. Ceci est un exemple concret sur la mise en place de dossiers médicaux électroniques. La première question que vous posez, c'est quels sont les bénéfices organisationnels et les objectifs du projet? Et dans ce cas-ci, vous voyez, nous avons listé les bénéfices que nous obtiendrons dans cet hôpital si nous mettons en place ce dossier médical électronique et les objectifs du projet. Et vous voyez, vous avez des bénéfices de différentes formes, par exemple responsabiliser le patient et des objectifs du type avoir modernisé la plateforme. Eh bien, la deuxième question qu'on va se poser, c'est quelle est la contribution relative de chacun de ces bénéfices et objectifs? Et vous allez me donner des scores. Alors, il ne s'agit pas de faire une séquence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, à chacun d'eux, vous mettez un chiffre qui donne votre interprétation de la contribution de votre changement à ce bénéfice ou à cet objectif. On va voir, par exemple, que la contribution de ce changement à la responsabilisation du patient va être importante. Par contre, la contribution de ce changement à la modernisation de la plateforme dans son ensemble va être moindre, par exemple. C'est la deuxième question. Et puis la troisième question, elle est qualitative, et on va se poser la question, quelle portion de ces bénéfices, de ces objectifs, dépend de l'adoption et l'utilisation? Et voilà, de nouveau, on va faire une estimation, on va constater, on va dire par exemple que la portion, par exemple la réduction des risques et des amendes dépendra grandement du fait que les gens appliquent le dossier médical électronique. C'est le raisonnement qu'on vient de faire. S'ils ne l'appliquent pas, on ne sera pas protégé. Par contre, la modernisation de la plateforme dépendra beaucoup moins de l'adoption et l'utilisation. Quand vous aurez installé la nouvelle plateforme avec le dossier médical, vous aurez déjà grandement contribué à la modernisation de la plateforme. Et puis, on va faire ce qui crée le déclic, c'est la contre-hypothèse, c'est de dire, et si les gens ne changent pas, si les utilisateurs de ce dossier ne changent pas leur façon de travailler? Si personne n'adopte le changement, quelle part des bénéfices obtenons-nous? Et là, votre interlocuteur est prêt à y répondre. Si personne n'adopte, on obtiendra 0% d'amélioration du traitement et de l'expérience des clients. On obtiendra 0% de meilleures pratiques cliniques. Par contre, on obtiendra déjà bien 90% de la modernisation de la plateforme. Et quand vous posez ces questions dans cet ordre-là, suivant ce schéma-ci, vous allez voir, vous créez le déclic. Certes, c'est une estimation, mais juste cette estimation va orienter votre interlocuteur dans la bonne direction. Et lorsque vous aurez réussi à obtenir la réponse à cette question, quel pourcentage des effets et résultats globaux dépendent de l'adoption et l'utilisation du changement par les employés, disons 70% par exemple, eh bien vous pouvez poser la deuxième question, qui va être « et quelle portion du budget de ce projet est dédiée à mener l'adoption et l'utilisation ?» Et c'est là que votre interlocuteur doit reconnaître qu'il y a juste 500 € pour des tapis de souris ou des tasses de café. Et là, vous créez véritablement ce déclic. Voilà, donc ça, c'est la première approche que j'appelle CMROI et que j'accompagnerai de deux questions que je vous invite à reprendre avec vous. Pour notre projet, quels sont les résultats et bénéfices attendus? Et deuxième question, quel pourcentage de ces résultats et bénéfices dépend du fait que les gens, les utilisateurs, les collaborateurs vont changer leur façon de travailler? Ce sont les deux questions que je vous fournis comme équipement pour apporter le CMROI comme approche pour définir définir la valeur de la gestion du changement. Parce que je peux vous dire, ce que j'observe toujours, c'est que on a tendance à faire implicitement l'hypothèse eh bien, ce sera 100% d'utilisation qu'on obtiendra directement. Eh bien, vous devrez mettre en évidence que non, ça ne viendra pas aussi facilement. Et si les gens n'utilisent pas, eh bien, vous n'obtiendrez pas les bénéfices attendus.
Première approche, donc le CMROI. La deuxième, la valeur de la gestion du changement, c'est d'améliorer la rapidité, le nombre et la compétence des personnes qui adoptent effectivement la solution. Et donc, parlons donc de la valeur qu'on veut obtenir ici, la valeur business. Et là, je vais également repartir d'une citation, la citation de cet entraîneur de football américain lors d'une interview qui a dit « La réalisation d'une organisation sont le résultat des efforts combinés de chaque individu ». Et j'aime beaucoup cette citation parce que ce soit pour une équipe de football ou pour une entreprise de 100 000 collaborateurs, ça reste tout à fait vrai. Obtenir le succès, ça va se faire par les efforts combinés de chaque individu impacté par ce changement. Donc, si je prends un changement comme ceci, je vous ai montré l'état actuel, transition future, et c'est à l'état futur que nous voulons obtenir le succès. Ce qu'on observe si souvent, c'est que si nous ne veillons pas aux efforts combinés de chaque individu, eh bien, partant de cet état actuel, que va-t-il se passer? On l'observe tellement, c'est que ça va être beaucoup plus chaotique. Certains de ces individus ne comprendront pas pourquoi ou ne seront pas engagés par rapport au changement, ne seront pas bien préparés, n'auront pas la motivation, et tout ça va être bien sûr plus chaotique, va prendre plus de temps et surtout va coûter plus d'argent. Et l'état futur que nous obtenons n'est pas celui que nous voulions avoir. Tout le monde ne réussit pas la transition et dans ceux qui réussissent, tout le monde n'est pas suffisamment préparé. Et donc le niveau de succès que nous obtenons est inférieur. Et ça montre bien que le succès, donc ce retour sur investissement, comme je l'ai évoqué, va dépendre de facteurs humains. Et c'est ceci que vous pouvez mettre en avant dans cette deuxième approche. C'est que les facteurs humains vont influencer le retour sur investissement, vont l'influencer, vont l'améliorer ou au contraire vont le contraindre. Le premier, c'est la vitesse d'adoption. Avec quelle rapidité les gens vont se mettre à utiliser cette nouvelle solution. Le suivant, c'est l'utilisation atteinte. C'est combien de ces employés vont commencer à l'utiliser. Et le troisième, c'est la capacité. Est-ce qu'ils vont l'utiliser correctement avec toute la compétence nécessaire? Je vous dis, l'hypothèse qu'on voit si souvent lorsqu'on fait un business case, on va supposer que tout le monde utilisera la solution instantanément et avec toute la compétence nécessaire. Et ainsi, tout ira bien. Mais la réalité est tout autre, vous le savez bien. Et ici, j'aimerais vous entendre également. J'aimerais également vous entendre, ou vous lire plutôt. Avez-vous déjà vu des situations où ces trois facteurs, vitesse d'adoption, utilisation atteinte et compétences, ont eu des conséquences sur les résultats du projet? Prenez quelques secondes pour cela. Avez-vous déjà vu des situations où, lorsqu'on a veillé à optimiser au moyen de méthodes structurées, à optimiser la vitesse d'adoption, à optimiser le taux d'utilisation, à optimiser la compétence des utilisateurs, on a démultiplié les bénéfices du projet? Avez-vous déjà vu des situations où le fait d'avoir négligé ces facteurs humains a eu des conséquences particulièrement négatives sur le résultat du projet? Et je vois qu'ici, on a également une sorte d'unanimité. On voit donc quasiment pour 100% d'entre vous, le fait de mener le VUC, vitesse d'adoption, utilisation atteinte et compétences, a un impact considérable sur les résultats du projet. Alors, ce qui en ressort, c'est que VUC, c'est la réalité. Donc, c'est donc la réalité. Et que nous en tenions compte ou non, ça fait partie de la réalité. Donc, la réalité, vous devez en tenir compte dans un business case de projet. Donc, ceci est un diagramme classique de flux de trésorerie. Donc, dans un projet, on dépense d'abord de l'argent et puis après, on va faire du bénéfice. Eh bien, ceci est typiquement le business case d'un projet, en début de projet, disons. Et si on fait cette hypothèse qu'on voit si souvent que tout le monde va utiliser directement avec toute la compétence, eh bien voilà le schéma qu'on va faire. Et puis si on laisse l'adoption et l'utilisation dans les mains du hasard, ça consiste à croire et espérer plutôt que préparer et soutenir, eh bien, vous n'aurez pas les résultats que vous voudrez avoir. Parce que la hauteur de ces barres de votre business case dépendra bien sûr de la vitesse d'adoption. La vitesse d'adoption fera que ces barres pourront monter plus vite ou moins vite.
Et la hauteur des barres finales dépendront directement de l'utilisation atteinte. Si c'est 100%, c'est bien. Si c'est 40%, votre bénéfice est compromis. Et de même, les barres sont déterminées par le niveau de compétence d'utilisation. Donc, vous le voyez, si on part avec cette hypothèse que tout le monde adoptera tout de suite et utilisera très bien, eh bien, il faudra s'attendre à de véritables déceptions, parce qu'il y aura un delta dans ce que vous allez obtenir et le bénéfice sera compromis. Eh bien, ça nous amène donc aux deux questions que je vous invite à poser lorsque vous voulez définir la gestion du changement en suivant l'approche VUC. Pour notre changement, comment définissons-nous la vitesse d'adoption, l'utilisation atteinte et la compétence? Qu'est-ce que ça signifie spécifiquement pour ce projet? Et quelles hypothèses avons-nous faites sur la rapidité, le nombre et la compétence avec laquelle les individus adopteront la solution? Eh bien, nous allons avec ces deux questions-ci vraiment ouvrir la question de ce que signifie vraiment faire réussir ce changement. Avançons maintenant à la troisième valeur, qui est de réduire les coûts et les risques d'une faible adoption. Résistance, conflit, frustration, c'est quelque chose qu'on voit bien sûr en certification. On voit que lorsqu'il y a un changement, du côté du volet humain, vous allez faire face à des coûts et à des risques, inévitablement. Et la gestion du changement va vous aider à éviter ces coûts et à atténuer ces risques. Pour les individus, c'est la frustration, le stress, la fatigue, la confusion, l'incapacité à se focaliser sur l'essentiel de leur fonction, l'aliénation, le désengagement. Tout ça, ce sont des conséquences pour les individus lorsque nous abandonnons le volet humain dans les mains du hasard. Et nous savons que l'inverse est vrai. Lorsque nous appliquons les bonnes pratiques pour gérer le volet humain, nous ne faisons pas face à ces coûts et à ces risques. Pour les initiatives de changement, c'est retard, jalons manqués, manque de partage d'informations, manque de priorisation, manque d'alignement, dépassement des coûts, collision entre initiatives. Ce sont de véritables coûts et risques lorsque nous n'intégrons pas le volet humain et l'adoption et l'utilisation de la solution en parallèle avec son développement. Et pour l'organisation, c'est l'attrition systémique, le moral des collaborateurs. Ce sont des exemples de coûts et risques lorsqu'on laisse le résultat au hasard et lorsqu'on va croire et espérer au lieu de préparer, équiper et soutenir nos collaborateurs. Eh bien, de nouveau, je vous pose la question ici. D'après vous, quels sont les coûts et les risques dus à un faible niveau d'adoption et d'utilisation que vous auriez pu éviter? Alors, mettez-le chaque fois en un mot. On va faire un nuage de mots ici. Si vraiment vous voulez mettre deux mots, vous les séparez par un tiret, comme ça la plateforme sait que c'est un seul mot, un seul concept. Et mettez chaque fois un mot, et vous pouvez mettre plusieurs fois un mot, mais chaque fois un mot. Vous pouvez donner plusieurs réponses pour mettre en avant les coûts et les risques auxquels vous avez été confrontés et que vous auriez pu éviter ou atténuer avec une meilleure gestion du changement. Et on les voit apparaître. Faible gestion du changement, conséquence quasi systématique, une plus grande résistance. L'échec, manque d'appropriation, des erreurs, incompréhension, non-utilisation, l'indifférence, on reparle de l'indifférence, la saturation, oui, la saturation. Voilà, le nuage de mots prend forme. J'ai lu lassitude également, retard. Et tout ça, ce sont des conséquences particulièrement néfastes pour les individus, pour les initiatives de changement et pour l'organisation. Et lorsqu'ils apparaissent, eh bien, vous savez quoi, c'est qu'en fait, on est tellement occupé dans les entreprises, tellement le nez sur le guidon que personne n'aura le temps ni l'énergie pour mettre correctement de l'ordre dans toutes ces conséquences. Et donc, ça va vous aider à mettre en avant la valeur de la gestion du changement, c'est d'éviter de se retrouver dans des situations que vous décrivez ici dans ce nuage de mots. Alors, ce que je vais vous présenter ici pour vous aider à étayer cela, à le présenter, ce n'est pas ma liste de courses quand je vais au supermarché, c'est une liste élaborée lors de différents ateliers de coûts et risques de faible adoption et utilisation. Alors, vous voyez, la liste est conséquente. Vous l'aurez bien sûr dans les slides que vous pourrez vous procurer sur le site. Et libre à vous, bien sûr, de sélectionner ceux que vous estimez les plus parlants.
les plus parlants vis-à-vis de votre interlocuteur. Encore une notion pour cette partie ici de coût et risque. Vous allez me permettre un petit jeu de mots en anglais. J'ai parlé de ROI, Return on Investment. Eh bien, parfois, j'en arrive à me demander si le ROI n'est pas plutôt the risk of indifference. Je veux dire par là des risques liés à l'indifférence. Lorsque les gens ne se soucient pas suffisamment de la gestion du changement, ont une telle indifférence par rapport au volet humain, eh bien, j'y vois de véritables risques. Et de même, ici, je vais vous montrer un exemple. J'aurais pu mettre le nuage de mots que vous venez de créer ici. En voici un autre exemple. Le nuage de mots que vous avez créé, c'est pour moi du ROI dans le sens risk of indifference, les risques liés à l'indifférence. Et également en termes de coûts, je veux vous parler de ces coûts en re que vous pouvez mettre en avant et que vous avez certainement déjà connu si souvent dans des changements, lorsque le volet humain n'était pas suffisamment bien géré. Retravailler, refaire, reformer, reconcevoir, recadrer, repli stratégique. Tout ça, tous ces coûts additionnels que vous connaissez probablement et que nous connaissons lorsque nous oublions de gérer correctement le volet humain jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et ça m'amène donc à la question liée aux coûts et aux risques pour notre changement. Quels sont les principaux coûts et risques pour le projet si les personnes n'adoptent et n'utilisent pas effectivement la solution? Donc, question que vous pouvez amener de votre interlocuteur. Approche numéro 4. La valeur de la gestion du changement, c'est d'augmenter la probabilité que le projet atteigne ses objectifs dans les temps et dans le budget. Je vais utiliser des données de la recherche de ProSci. Derrière ce graphique de corrélation, vous avez plus de 6000 points statistiques collectés sur une douzaine d'années. C'est la corrélation entre l'efficacité de la gestion du changement et le taux de succès de ces changements. Et vous voyez que ça peut varier de 15% avec une mauvaise gestion du changement à plus de 90% avec une excellente gestion du changement. Ceci vient de la recherche avec une puissance statistique considérable. Et donc, vous voyez que vous pouvez multiplier par 6 les chances de succès. Et si vous passez de mauvais à passable, vous pouvez déjà quasiment multiplier par 3. Et c'est assez intéressant parce que d'autres études de corrélation ont été faites. Parce que certains sponsors vont vous dire ben non, d'accord, j'entends, mais on n'a pas le temps. Eh bien, regardez, la corrélation sur le respect des délais est claire aussi. Avec la meilleure gestion du changement, vous avez plus de chances de respecter les délais. Ou certains vont vous dire oui, mais on n'a plus de budget pour ce projet. Eh bien, de même, comment respecter au mieux le budget, comment avoir le plus de chances de respecter le budget d'un projet, c'est en appliquant la meilleure pratique de gestion du changement. Donc, vous pouvez maintenant répondre à cette réaction courante qui est la gestion du changement va me coûter de l'argent, la gestion du changement, ça va prendre plus de temps. Faux, c'est exactement l'inverse comme nous le voyons ici. Et donc, la question liée à la probabilité, c'est pour notre changement, quelle va être la valeur apportée par l'augmentation de la probabilité d'atteindre les objectifs dans les temps et dans les budgets. Posez les questions. À quel point ce changement est-il important? À quel point est-il important de faire réussir ce que nous avons entrepris? Devons-nous le faire dans les temps et dans le respect du budget? Et si oui, alors la valeur de la gestion du changement est de nous aider à maximiser nos chances d'obtenir ce que nous visons. C'est ça, cette quatrième approche de la probabilité. Et la cinquième approche, la valeur de la gestion du changement, elle sera mieux comprise dans le langage de votre interlocuteur. Et là, je partirai de cette citation de Mandela que j'aime tant, qui est que si vous parlez à un homme dans une langue qu'il comprend, eh bien, certes, vous atteignez sa tête, mais si vous lui parlez dans sa propre langue, vous atteignez son cœur. Alors, la langue, ce n'est pas le français, l'anglais, l'allemand, c'est la langue professionnelle, les termes et les notions utilisées dans une profession. Comme Andrea l'a mentionné dans l'introduction, souvent on dit que les dirigeants parlent 3 langues, 3 langages, finance, finance et finance. Bon, c'est un peu vrai, mais pas entièrement. Il y a d'autres choses. Souvent, vous devrez parler avec eux de l'exécution stratégique. Ils sont attentifs à faire progresser l'entreprise vers ce que nous voulons devenir.
L'avantage concurrentiel, je veux dire par là, comment nous gardons notre avance par rapport à la concurrence, les compétences intrinsèques de l'entreprise, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous rend unique dans ce que nous faisons et comment nous le faisons. Et aussi leur propre empreinte, leur héritage, les changements qu'ils vont apporter, le souvenir qu'ils laisseront auprès de leurs collaborateurs. Tout ça, ça fait partie de leur langage. Et donc, votre boulot, c'est d'arriver à exprimer la valeur de la gestion du changement dans leur langage. C'est-à-dire que, bien sûr, vous êtes habitué tout le temps, vous utilisez les mots communication, formation, partie prenante, résistance, résilience, évaluation modèle, gestion du changement. Mais ce ne sont pas les termes que vous devez utiliser. Ce n'est pas leur langage. Leur langage, c'est succès, retour sur investissement, réalisation des bénéfices, résultats, effets, objectifs, pérennisation. Si vous voulez être convaincant, si vous voulez être pertinent, eh bien, nous devons changer notre vocabulaire. Eh bien, je vous pose la question. On va construire ça ensemble et ça pourrait être intéressant. On pourra bien sûr les mettre dans ce que vous recevrez après ce webinaire, le mot-clé, le nuage de mots que vous aurez construit. Dites-moi maintenant, quels mots devez-vous arrêter d'utiliser lorsque vous parlez de la valeur de la gestion du changement? Des mots, peut-être des mots qu'ils comprennent, mais qui ne sont pas leurs mots. Des mots qui représentent ce que nous faisons, mais ce n'est pas la valeur que nous apportons. Des mots qui sont corrects, mais qui ne sont pas convaincants. Il ne faut pas chercher à être correct, il faut chercher à apporter de la valeur. Et voilà, co-construire, ah oui, changement, awareness, formation, adoption, résilience, collectif, toute une série de mots qui vous sont tellement familiers dans votre profession, mais qui ne constituent pas le langage de la valeur. Et donc, je vais vous poser une deuxième question maintenant, évidemment. Maintenant, quels sont les mots que vous allez commencer à utiliser? Non plus pour être correct, mais pour apporter de la valeur. Objectif du projet, les bénéfices attendus, le retour sur investissement, la rapidité d'obtention de ces bénéfices, le succès de l'initiative, le succès pour l'entreprise. Faites bien attention à n'en rentrer qu'un mot, ou alors vous mettrez un tiret, bien sûr. La réussite, la mesure du succès, la valeur qu'on veut obtenir, l'amélioration d'efficacité, la réussite, atteindre la cible. Oui, tout ça, ce sont des mots que vous pouvez commencer à utiliser. Et donc, voici les deux questions que vous devez vous poser par rapport à la cinquième approche. Quels sont les mots et les phrases spécifiques que vous devriez commencer à utiliser pour définir la valeur et l'impact de la gestion du changement? Et quels sont les mots et les phrases spécifiques que vous devriez arrêter d'utiliser pour définir la valeur et l'impact de la gestion du changement? C'était donc les 5 approches, et dans les slides que vous allez recevoir, vous aurez cette petite vue d'ensemble avec les 5 approches que nous avons vues, leur définition, et les questions clés que je vous ai apportées pour vous aider à vous équiper dans votre mission de définir la valeur de la gestion du changement, et vous pourrez bien sûr documenter la façon dont vous allez répondre à ces questions. Pour clôturer ces 5 éléments, j'insisterai sur un dernier point. Quand vous voulez obtenir cet engagement, assurez-vous que vous obtenez un véritable engagement. Ce que j'observe trop souvent, c'est un simple hochement de tête. Ce que je veux mettre en évidence ici, c'est la différence entre l'appropriation passive et l'appropriation active. Vous obtiendrez souvent un hochement de tête de la part d'un décideur, d'un dirigeant qui n'est en fait qu'une appropriation passive, parce qu'il continue à voir la gestion du changement comme un coût, comme une dépense. Vous devez aller au-delà du hochement de tête, vous devez arriver à ce qu'il voit la gestion du changement comme un véritable investissement qui sera très rentable. Donc, quand vous en êtes à l'appropriation passive, vous les entendrez dire « oui, bien, c'est intéressant, oui, d'accord, oui, fais-le si tu dois le faire. » Voilà. Mais ce que vous devez véritablement obtenir de leur bouche, c'est « waouh, ah oui, super, ah, il le faut vraiment, j'en ai besoin, comment puis-je t'aider à réussir ceci ?» Et tant que vous n'entendrez pas des phrases comme celle-là, dites-vous bien que vous n'en êtes encore que l'appropriation passive et vous n'avez pas encore accompli votre boulot. C'était donc les 5 approches et je vous avais promis un petit bonus et on va finir avec ce bonus.
La valeur de la gestion du changement, c'est d'obtenir les résultats à la fois plus productifs, des résultats à la fois plus productifs et plus centrés sur l'humain. Je n'ai pas encore évoqué jusqu'ici, dans aucun des webinaires non plus, mais j'aimerais l'explorer devant vous. Nous savons que dans toutes les organisations, nous avons le défi de devenir plus productifs. Et nous avons aussi le défi d'être plus centrés sur l'humain. Et là où je veux en venir, c'est que ce que nous pouvons obtenir, c'est d'être à la fois plus productifs et plus centrés sur l'humain. J'observe que dans la mentalité de trop de personnes, on en est encore à se dire « oui, ça va être l'un ou l'autre ». Ça va être « nous devons trouver un équilibre entre être plus productif et être plus centré sur l'humain ». Ou parfois même l'impression d'osciller entre les deux. Eh bien non, le message que je veux faire passer ici, c'est être à la fois plus productif et plus centré sur l'humain. Les deux en même temps. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Quelle est la formule magique pour cela? Eh bien, pour moi, c'est la gestion du changement. Est-ce que la gestion du changement nous aide à être plus productifs et plus centrés sur l'humain en même temps, lorsque nous mettons en œuvre un changement dans l'entreprise? Pour moi, la réponse est résolument oui. Et je vais commencer la démonstration de ceci par le contre-exemple que nous connaissons si souvent. Et je l'ai déjà souvent évoqué dans les formations ou dans des webinaires. Envoyer un email le lundi pour une formation le mardi parce que nous passons en prod le mercredi, eh bien, ça, ce n'est absolument pas la bonne façon de préparer, d'équiper les individus au changement. Eh bien, si vous procédez comme ceci, et je suis sûr que vous connaissez cette approche, soit que vous en avez été victime, soit que vous l'avez perpétrée vous-même, eh bien, moi je dis, c'est à la fois moins productif et moins centré sur l'humain. Et je vous dis, vous pouvez être à la fois plus productif et plus centré sur l'humain. Et la clé de cela, c'est la gestion du changement. Eh bien oui, pourquoi? Nous pouvons être plus productifs, on l'a vu. La recherche nous montre que nous aurons 6 fois plus de chances d'atteindre des objectifs et nous pourrons mieux préparer, équiper et soutenir nos collaborateurs, plus centrés sur l'humain. Nous pouvons être plus productifs parce que nous pourrons atténuer les coûts et les risques d'une faiblesse d'adoption et d'utilisation. Et nous pourrons donner à nos collaborateurs les moyens de réussir lorsque nous leur demandons de changer. Nous saisissons le retour sur investissement et la valeur dépendant du volet humain et nous aidons les collaborateurs à aller au travers des étapes du changement individuel, notamment par le modèle ADKAR. Et enfin, nous pouvons être plus productifs en réduisant les risques liés à l'indifférence et nous ajoutons le volet humain et l'empathie au changement. Donc, je vous invite comme réflexion ici à mettre sur la plateforme comment vous pourriez utiliser cet argument, plus de gestion du changement, c'est à la fois être plus productif et plus centré sur l'humain. Je serais intéressé de lire vos réponses, mais je vois que le temps a déjà bien avancé et je vais, pendant que vous rentrez ça, je vais simplement conclure ce que nous avons vu. Nous avons vu qu'il faut faire plus que définir la gestion du changement. Il faut obtenir l'engagement pour la gestion du changement de la part des différentes parties prenantes. Et nous avons vu 5 approches, avec chacune des 5 approches qui vous aident à créer l'engagement et la conviction en définissant la valeur du changement de manière convaincante et pertinente. Chaque fois, vous avez découvert quelques questions qui vont vous aider à appliquer cette approche. Et nous avons également découvert le petit bonus. Et ces 5 approches, vous les aurez bien sûr dans les slides. Eh bien voilà, je suis disposé, pendant qu'on regarde ici les différentes réponses, je suis disposé maintenant à répondre. Nous avons encore 5 bonnes minutes pour répondre à toute question éventuelle. Oui, alors j'ai reçu 2 petites questions pour toi, Vincent. Donc la première, c'est y a-t-il un moyen de faire un elevator pitch sur la valeur de la gestion du changement? Elevator pitch, c'est une question intéressante. Donc, ce qu'on entend par elevator pitch, parce que c'est un peu jargonesque, c'est le fait de pouvoir passer son argument en quelques secondes, en 30 secondes. L'idée, c'est vous êtes dans l'ascenseur avec quelqu'un, vous avez 30 secondes et puis vous devez pouvoir faire cela.
C'est une question très intéressante parce que c'est exactement un exercice qu'on fait dans les certifications. Les participants prennent 1 ou 2 minutes pour créer cet elevator pitch et puis ils l'échangent entre eux et puis ils s'échangent du feedback. Donc, résolument, la réponse est oui, il y a moyen. Oui, il y a moyen. Alors, pour en dire un petit peu plus, nous utilisons une structure très simple, relativement formelle, qui vous aide à le construire très facilement. La structure a un nom, et ceux qui ont suivi la certification s'en souviendront certainement, c'est ce qu'on appelle les 4 P. Donc, le premier P, c'est de bien sûr mentionner de quel projet on parle. Le deuxième P, c'est de parler de pourquoi on fait ce projet, donc quels sont les bénéfices organisationnels attendus. Et puis le troisième P, c'est les particularités, ce qui va changer. Et puis le quatrième P, c'est les personnes qui vont changer. Et donc le 4P consiste à présenter cela de façon très structurée et très succincte. Et puis de conclure en disant, en mettant en évidence que autant de pourcents du deuxième P, du pourquoi, dépend du fait que les gens vont changer. Je vais reprendre l'exemple que j'avais mentionné ici dans ce webinaire on veut un changement de comportement. Donc, le troisième P, c'est les comportements. Le quatrième P, c'est nos collaborateurs qui s'adressent aux clients. Et le deuxième P, c'est l'amélioration de satisfaction des clients. Et quand on a structuré cela, on arrive très facilement à dire, et on voit que 100% de l'amélioration de satisfaction des clients viendra du fait que ces collaborateurs changent leur façon de s'adresser aux clients en fonction des outils et processus et nouvelles règles qu'on leur a présentées. Et ainsi, en une petite minute, vous avez un discours très convaincant qu'on peut appeler, donc, pour reprendre le terme de ce participant, elevator pitch. Merci beaucoup pour ta réponse. La seconde question que nous avons, c'est comment obtenir l'enthousiasme d'une entreprise qui subit des changements permanents et qui se fatigue de ces changements? Ah, c'est une excellente question. C'est une excellente question parce que c'est quelque chose qu'on voit quasiment partout. Je prends des données venant de la recherche, recherche mondiale, qui met en évidence que quasiment les 3/4 des entreprises sont proches de le point de saturation, au point de saturation ou même au-delà du point de saturation. Et donc, que peut-on faire pour cela? Je peux vous dire que cette abondance de changement, cette surcharge de changement peut être plus ou moins bien ou mal vécue en fonction de la façon dont on va les gérer. Chaque organisation a certaines capacités de changement. Quand on est en dessous de cette capacité, l'organisation fonctionne bien. Quand on est au-delà de cette capacité, l'organisation dysfonctionne. Le participant qui a posé cette question évoque en effet, par exemple, la fatigue, l'apathie des collaborateurs, le fait qu'on perde l'objectif stratégique, le fait que toutes les initiatives prennent du retard. Tout ça, c'est ce qui exprime cette fatigue. Eh bien, par les bonnes pratiques de gestion du changement, l'expérience le montre, par les bonnes pratiques de gestion du changement, vous aurez la possibilité d'atténuer cette fatigue, de faire en sorte que les collaborateurs s'engagent plus facilement. Je vais utiliser une petite analogie très, très parlante. Je suppose que vous avez déjà tous été dans un de ces fameux toboggans dans les paradis tropicaux. Eh bien oui, le toboggan, c'est le changement, c'est cette quantité de changement. Et ça dévoile comme ça dévale comme ça. Et vous savez quoi? Eh bien, vous arrivez à descendre parce qu'il y a ce flux d'eau avec vous. Et ce flux, c'est la gestion du changement. Et quand ce flux est là, vous amenez beaucoup plus facilement les collaborateurs au travers de cette vélocité du changement. C'est la gestion du changement. Et maintenant, vous essayez d'imaginer comment ça se passe s'il n'y a pas le flux d'eau. Vous commencez à imaginer les conséquences quand vous lancez dans ce toboggan. Eh bien, ça représente exactement cette douleur et cette fatigue des collaborateurs qui sont lancés dans une telle vélocité du changement sans aucun accompagnement précis. Donc, c'est de façon un peu, je dirais, macro, ma réponse à cette question, que faire face à cette fatigue du changement? Ma réponse macro est appliquer de la meilleure façon la gestion du changement. Bien sûr, je n'ai pas le temps ici de donner tous les éléments de cela. La réponse à cette question prend 3 jours. C'est ce qu'on voit dans la certification de 3 jours. Mais c'est le point de départ de la réponse. Grâce à la gestion du changement, vous améliorez l'aptitude de l'entreprise à absorber plus de changements, plus rapidement, plus efficacement,
avec moins d'efforts, avec moins de souffrance et avec de meilleurs résultats. Merci beaucoup. Nous avons une dernière question. En cas de résistance, quelle serait la bonne approche entre demander le support du top management, entre parenthèses sanctions, et aller négocier avec les collaborateurs pour les convaincre? OK. Les 2 sont jouables, bien sûr, les 2 sont jouables. Alors j'insisterai que, le fait de faire intervenir la hiérarchie n'est pas nécessairement une sanction. Là, ça va bien sûr dépendre de la culture d'entreprise. Je connais des entreprises qui ont une culture suffisamment bienveillante pour que les interventions de la hiérarchie se fassent de la bonne façon pour motiver le collaborateur. Alors, je disais les 2 sont possibles, mais la clé principale, je dirais le point de départ, c'est que la résistance d'un collaborateur, elle doit avant toute chose être, détectée, atténuée, gérée par son supérieur direct. Vous, praticien du changement, vous, change manager, vous n'avez pas à aller gérer la résistance des collaborateurs. Ce n'est pas votre rôle, vous n'avez ni la proximité, ni l'autorité, ni l'influence pour cela. Ça ne sera pas efficace et vous risquez surtout de vous flamber. Non, votre rôle en tant que praticien du changement, c'est de développer les chefs d'équipe, développer les responsables d'équipe pour qu'eux soient capables de gérer efficacement la résistance des collaborateurs, non pas au moyen d'un marteau ou d'un grand fouet, mais avec la bienveillance nécessaire. Et ça fait partie des bonnes pratiques de gestion du changement. Ce que je peux mettre en avant, que nous faisons chez Nexum, nous faisons régulièrement des ateliers d'une journée avec les chefs d'équipe pour leur apprendre, pour les développer dans leur mission de gestion des résistances de leurs propres collaborateurs. D'accord, merci beaucoup pour ta réponse. Et alors merci à vous tous d'avoir été présents aujourd'hui. S'il y a des questions encore que vous avez en tête, vous pouvez toujours les envoyer par email. Veuillez noter que l'enregistrement et les diapositives de ce webinaire seront disponibles sur notre site web dans les prochains jours, donc comme Vincent l'a déjà mentionné. N'hésitez pas à les partager avec d'autres collègues, intéressés. Pour ceux qui souhaitent approfondir le sujet, nous vous invitons à visiter le blog de Nexum. De plus, si vous souhaitez être tenu au courant de nos programmes de formation, publications, podcasts et webinaires, il vous suffit de vous abonner à notre newsletter depuis la page d'accueil de notre site ou alors de nous suivre sur LinkedIn. Bien entendu, nous pouvons également vous aider si nécessaire sur vos projets spécifiques. Enfin, veuillez également noter la date de nos 2 prochains webinaires. Donc le prochain webinaire se tiendra le 9 septembre prochain et portera sur le thème de la conduite du changement en mode agile. Ce webinaire expliquera les principes clés de l'adaptation de votre pratique de gestion du changement à cet environnement de travail hautement dynamique. Veuillez noter que ce webinaire sera donné exclusivement en anglais. Et alors, le prochain sera le 23 septembre prochain. Nous aborderons le rôle important du sponsor dans une conduite réussie du changement. Vous découvrirez certains des principaux aspects que le Change Manager prend en charge pour aider le sponsor à assumer pleinement son rôle. Et voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne après-midi et une belle fin de journée. Au revoir, merci beaucoup.